Salut à toutes et à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes tous en bonne santé, que vous allez tous bien. Enfin voilà, j'espère, je vous souhaite le meilleur pour vous et ça me fait plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais interviewer Alain pour répondre à pas mal de questions qui m'ont été posées sur Facebook, sur Instagram. Voilà, on va tenter d'y répondre au mieux. Donc Alain, je vais vous poser les questions et j'espère que vous allez essayer de nous faire partager votre expérience du Maroc, puisque ça concerne le Maroc. Donc il y a 4 grands thèmes principaux, c'est la sécurité au Maroc en camping-car. Est-ce que vous vous sentez en sécurité au Maroc en camping-car? Je crois savoir que vous n'avez pas été souvent dans des campings, voire peut-être même jamais. Donc ça veut dire que depuis le mois de novembre que vous êtes au Maroc, si je sais compter, ça fait novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai et juin. Donc ça fait maintenant déjà quelques mois que chaque nuit, vous vous posez à droite, à gauche, dans des spots nature, à la montagne, au bord de mer, etc. Vous allez donc nous parler de la sécurité. Est-ce que vous avez été inquiété, embêté, agressé, etc. Le deuxième thème aussi que l'on me pose souvent, c'est où trouve-t-on de l'eau pour remplir sa cuve? On va en parler, vous allez tâcher de répondre à cette question. Est-ce qu'il est facile, à travers le périple que vous avez fait au Maroc, de trouver de l'eau sur le bord des routes? Est-ce que vous remplissez facilement? Est-ce qu'il y a des points pour remplir son eau? Puisque évidemment le Maroc n'est pas pourvu de bornes flot bleu, etc. Ou de points d'accès à l'eau comme en France ou comme en Europe. Et enfin, un dernier point aussi qui est important également aussi à aborder, c'est la vidange des cuves, les eaux grises et les eaux noires. Alors je sais Alain que vous avez un camping-car qui est équipé d'un WC nautique, donc il n'y a pas de cassette. Et je sais aussi que votre camping-car, il possède une cuve d'eau grise, je crois, de 80 litres. Donc vous allez nous expliquer un petit peu comment vous faites pour vider vos eaux noires et vos eaux grises. Voilà en gros les thèmes principaux que l'on va aborder dans cette vidéo, qui j'espère vous plaira en tous les cas, et puis en éclairera certains sur la possibilité de venir au Maroc avec un camping-car, voilà, et de faire du hors-piste, en tous les cas, de ne pas aller dans les campings. Alors évidemment, je sais Alain que vous vous êtes fait targuer de mange-merde sur Facebook parce que vous avez indiqué une fois que vous n'alliez pas dans les campings et que vous faisiez partie de cette caste de mange-merde qui ne contribue pas à l'économie du Maroc en allant dans les campings, alors que chaque mois, j'imagine que vous consacrez un certain budget à votre mode de vie marocain et que bien évidemment, ça profite quand même à l'économie marocaine, même si ça n'est pas dans les campings. Peut-être allez-vous dans les restaurants, peut-être allez-vous dans les commerces, dans les petites épiceries, etc. Voilà, on y reviendra tout à l'heure, c'est vous qui nous répondrez donc à ce sujet-là. Donc voilà, on va donc aborder le premier thème, la sécurité en camping-car. Alors maintenant Alain, écoutez, on vous écoute, dites-nous exactement qu'est-ce qu'il en est de la sécurité en camping-car, quel est votre ressenti après toute cette expérience marocaine depuis le mois de novembre. Je tiens à rappeler qu'il y a 2 ans, vous êtes déjà venu avec un camping-car qui n'était pas celui avec lequel vous êtes actuellement, mais vous avez déjà parcouru une grande partie du Maroc, donc quel est votre ressenti sur la sécurité au Maroc? Alors tout d'abord, je vous remercie de m'inviter sur votre chaîne, Alain. Je suis très content d'y être invité et que vous me donniez l'occasion de partager mon expérience, mon humble expérience, concernant les séjours et les voyages au Maroc. Voilà. Je tenais à vous remercier vivement parce que ça me fait très plaisir d'avoir cette occasion sur votre chaîne Changement de Cap, sur lequel tout le monde est bienvenu, de pouvoir partager mon expérience marocaine. Alors, votre première question, c'est la sécurité au Maroc. J'ai envie de dire, effectivement, vous l'avez souligné dans votre introduction tout à l'heure, depuis le mois de novembre, très exactement c'est le 20 ou le 21 novembre de l'année dernière,
Je suis donc arrivé avec Indigo, donc mon camping-car actuel, hein, qui est un Laika EcoVip 100, hein, voilà. Donc je suis arrivé depuis le 21 ou le 22 novembre, ou le 20 novembre, je ne sais plus exactement, enfin peu importe. Je suis arrivé au Maroc, donc. Et depuis lors, je n'ai jamais mis les pieds dans un camping. Alors, déjà, la première des raisons très simples, c'est qu'en cette période de situation sanitaire, très peu de campings sont ouverts, voire fermés, hein. Partout où je suis allé à 80%, les campings étaient fermés. Donc c'était déjà une des premières raisons. Et puis la deuxième, j'ai envie de dire, j'ai rien contre les campings, j'ai rien contre les gens qui choisissent cette option, mais c'est pas mon triple camping. Moi, ce qui me ravit, ce qui me fait plaisir, c'est de me retrouver dans un spot complètement nature, de me réveiller le matin sur un bord de mer, en montagne. Vous savez, au Maroc, il y a beaucoup de lacs artificiels pour produire de l'électricité, dans des endroits souvent montagneux, et ça offre des perspectives et des vues magnifiques. Donc, j'opte plutôt pour cette solution-là. Alors effectivement, ça nécessite de chercher, d'aller sur les Google Maps, d'aller sur les GPS, et puis surtout d'y aller un petit peu à l'aventure, hein. Voilà, alors ça c'est le côté un peu magnifique, un peu enjolivé des spots nature, mais c'est pas toujours ça aussi. Il m'est arrivé bon nombre de fois de me mettre sur un parking de supermarché. Au Maroc, il y a deux grandes surfaces qui sont les Marjane et les Aswaq Salam, et souvent ça m'est arrivé de me retrouver sur un parking de ces supermarchés, qui d'ailleurs sont souvent, enfin sont tout le temps gardiennés la nuit et interdits d'accès. Alors bon, après un peu de négociation avec les gardiens, on arrive, voilà. Il m'est même arrivé aussi de me mettre sur le parking d'IKEA qui se trouve entre Casablanca et Mohamedia, à Zenata exactement. Donc voilà, donc alors pour en revenir au sentiment d'insécurité, je dois dire que, je le dis vraiment en toute sincérité, hein, et en toute transparence, je n'ai jamais été inquiété de quoi que ce soit. Alors, bon, il est vrai que j'ai mon chien avec moi, j'ai ma chienne Priska, qui est un berger allemand, et il est arrivé parfois la nuit, alors je ne sais pas si c'était d'autres chiens qui venaient traîner autour du camping-car ou des gens, mais dès qu'elle entend un bruit la nuit, elle montre les dents. Enfin, quand je dis elle montre les dents, elle se manifeste. En tous les cas, on l'entend de l'extérieur. On sait qu'il y a un gros toutou qui n'est pas forcément commode à l'intérieur. Bien que ça soit un chien adorable, qui n'est pas du tout agressif, pas méchante, dès qu'elle est dehors, elle a tendance à aller vers les gens, mais quand elle est dans le camping-car, elle est dans sa maison, et voilà. Donc je n'ai jamais ressenti de sentiment d'insécurité, je me suis jamais senti en danger de quoi que ce soit. Je dois même dire d'ailleurs que, je parle pas des villes, dès qu'on s'enfonce dans la campagne profonde marocaine, on est souvent bien accueilli. Il m'est arrivé à maintes reprises que des gens viennent m'apporter du lait, du pain, des œufs, ce qu'ils appellent les œufs Beldi, les œufs qui sont issus de poules en pleine nature, les œufs tout blancs, là, comme du plâtre, qui ont une autre saveur d'ailleurs que les œufs qu'on achète dans le commerce, voilà. Les gens sont adorables. Souvent, ils sont vraiment adorables, ils sont curieux parfois, ils viennent comme ça. Il y a même eu 2-3 fois sur des bords de mer, des gens qui frappaient à la porte en me disant on peut jeter un coup d'œil, combien ça coûte, on aimerait avoir ce type de véhicule, etc. Parce que il n'y a pas beaucoup de camping-cars immatriculés au Maroc, hein. Quand les Marocains voient des camping-cars, c'est dans 95% des cas des camping-cars immatriculés à l'étranger. Voilà. Donc pour répondre à tout ça, enfin à cette question-là centrale de la sécurité, je ne me suis jamais senti en insécurité au Maroc, ce qui n'a pas toujours été le cas en France. Ça je dois le dire, voilà. Et pourtant la France c'est mon pays, je suis français, mais je me sens beaucoup plus en sécurité au Maroc que dans mon propre pays. D'abord il faut savoir que souvent, il y a de la police, il y a de la gendarmerie royale. Il m'est arrivé à maintes reprises, d'ailleurs, que des gendarmes viennent me voir en me disant « Vous ne devriez pas rester là, vous savez, ça peut être dangereux. » Je dis « Regardez, j'ai mon chien.
J'ai une caméra de recul qui me permet de contrôler ce qui se passe la nuit. J'ai une caméra sur le côté, j'ai une alarme, j'ai 2 lumières extérieures avec des détecteurs de présence qui s'allument la nuit. Donc je me sens en parfaite sécurité. Puis je dois dire aussi que je suis pas d'un naturel, pas trouillard, mais je suis pas d'un naturel peureux. Voilà. Donc ça c'est la première. C'est ce que j'ai envie de dire sur le sentiment d'insécurité au Maroc. Alors c'est vrai, vous l'avez souligné tout à l'heure dans votre introduction, Alain. Je me suis fait allumer il y a quelques mois sur Facebook par des gens, des Français notamment, qui vivent au Maroc en plus de ça, et sans me le dire directement, mais m'ont catégorié dans une catégorie de mange-merde, parce que je veux pas aller dans les campings, etc. Bon voilà. Les campings ici, ça se balade aux environs de 90 dirhams, c'est-à-dire, on va dire pour faire simple, 8 € à peine, entre 8 et 10 € la nuit, avec toutes les commodités. Eh ben moi, ces 80 balles ou ces 100 dirhams, je préfère les dépenser dans des restaurants, manger des tagines, des couscous, aller acheter dans les épiceries, dans les petits villages qu'on appelle les hanout, acheter le pain qui est fait artisanalement, acheter des légumes, acheter des fruits, voilà. Alors vous me direz, si je suis dans un camping, ça m'empêche pas d'aller acheter des fruits et d'aller aussi acheter dans les épiceries ou dans les restaurants, mais voilà, j'ai pas envie de me retrouver collé à d'autres camping-cars. Voilà, c'est ma philosophie en tous les cas, de ce qui peut apparaître comme étant, qui est un bien grand mot à la mode maintenant, la van life. Hein. La van life, voilà, la van life, on nous la met à toutes les sauces, la van life ci, la van life ci, la van life par-ci, par-là, enfin voilà. Donc pour moi, c'est surtout la vie un peu de liberté. Et pour moi, la liberté, c'est d'avoir cette possibilité, cette chance que nous offre ce mode de voyage et ce mode de vie, c'est-à-dire d'être au milieu des champs, d'être au milieu de nulle part. Voilà en ce qui concerne l'insécurité. Je conclurai sur ce chapitre en disant que à jamais, aucun moment, je ne me suis senti en insécurité au Maroc. Et au contraire, plutôt bien accueilli partout où j'ai été. Les villes, c'est différent. Je ne parlerai pas des villes parce que... voilà, mais je ne dis pas que je me sens en insécurité en ville, hein, mais bon, alors là, pour le stationnement en ville, c'est bruyant, il y a du bruit, enfin voilà, bon, voilà. Ça m'est arrivé quelques fois de me trouver pour passer une nuit en pleine ville, mais vraiment, c'est quand j'ai pas le choix. Voilà. Bon, très bien, je pense que ça a été clair, que vous avez largement développé sur la sécurité au Maroc. Maintenant, on va aborder le deuxième thème, trouver de l'eau et remplir sa cuve d'eau au Maroc. Alors, Alain, est-ce que vous pouvez nous dire exactement qu'est-ce qu'il en est, quelles sont les difficultés rencontrées pour remplir sa cuve à eau, ou alors, tout simplement, est-ce que c'est facile ? Alors donc, remplir sa cuve à eau, bon, moi déjà pour commencer, petite précision, j'ai une cuve de 150 litres, plus les 10 litres qui sont dans le boiler d'eau chaude, ça fait 160, et puis j'ai un jerrycan de 24 litres dans ma soute, donc j'ai envie de dire, quand j'ai des doutes sur ma possibilité de refaire le plein en eau, je remplis ma cuve, je remplis enfin mon jerrycan de 24 litres, donc je pars en gros avec 180 litres d'eau. 180 litres d'eau, sol, avec mon chien, ça me fait 8 jours. 8 jours, en prenant la douche tous les jours, mais enfin, vous savez comment on est sensibilisé à faire attention à l'eau en camping-car. Hein. Voilà, je fais très attention, donc voilà. Alors, reprendre de l'eau au Maroc, c'est pas très compliqué. Encore une fois de plus, vous allez dire, je ne suis que positif dans mes réponses, mais parce que c'est mon expérience, c'est mon vécu, je n'ai jamais été en panne d'eau. Partout dans le Maroc, sur le bord des routes, si vous êtes attentif et que vous ne roulez pas vite, ce qui est mon cas, moi ma vitesse de croisière c'est 60-70 à l'heure, hein. J'ai pas envie de rouler plus vite parce que je roule d'une façon décontractée, détendue. Sur la route, on croise des vélos, des mobylettes, des ânes, des chevaux, des charrettes, enfin bref. Donc il faut mieux quand même être attentif à la route. Mais même indépendamment de ça, je roule pas très vite parce que je profite du paysage, je regarde à gauche, à droite, je m'émerveille de ce que je vois, enfin devant et autour de moi. Donc je roule pas vite. Donc si vous êtes attentif à la route,
régulièrement, je le dis, on trouve des points d'eau, c'est-à-dire des robinets, on trouve des bornes d'eau avec des robinets, et c'est très facile de faire son plein de cuve à eau, de refaire son plein. Alors, vous allez me dire, oui, mais la qualité de l'eau, elle est comment? Est-ce qu'elle est potable ou pas? Moi, je ne me suis jamais posé la question. Je ne bois pas l'eau de ma cuve, je ne m'en sers que pour faire la vaisselle, que pour prendre ma douche, pour cuisiner quand je fais des pâtes ou des légumes, mais l'eau, partant du principe que l'eau, elle bout. Donc voilà, j'ai pas de crainte à ce sujet. Et puis régulièrement, allez, pas toutes les cuves, mais toutes les 2-3 cuves, je mets un petit fond d'eau de javel dedans. Voilà. Au départ, j'avais tendance à y aller un peu, j'avais un peu la main lourde, comme on dit, ce qui fait que c'était pas très agréable. On prenait une douche, on sentait l'eau de javel. Donc là, maintenant, j'ai trouvé la bonne dose. Je le fais pas à chaque remplissage, hein. Je le fais toutes les 2, 3, 4 remplissages. Je remets un petit fond d'eau de javel, hein, l'équivalent d'un petit verre comme ça. Et j'ai jamais eu de problème. Alors, je le répète encore, je ne bois pas l'eau de ma cuve. Le café, je le fais avec de l'eau que j'achète dans les grosses bouteilles de 5 litres. Et puis, alors le soir, je me brosse les dents tous les soirs. Hein, je me brosse les dents avec cette eau de la cuve. Hein, là, voilà. Et je n'ai jamais eu de problème ni de soucis. Voilà. Jamais eu de problème de quoi que ce soit. Ni de ce qu'on appelle communément la tourista, les gens qui vont à l'étranger comme ça. Et enfin, je vous passe les détails. Vous avez tous compris de quoi je parlais. Voilà. Donc ça n'a jamais été un problème. Alors par contre, quand on est dans les grandes villes, là pour trouver de l'eau, c'est quand même beaucoup plus compliqué. On ne trouve pas de robinet, grandes villes ou à bord des grandes villes. On a du mal à trouver là. Alors bah, vous savez ce que je fais dans ces cas-là, je vais dans les stations-service. Soit j'ai besoin de refaire un plein de gasoil, et auquel cas, pour moi c'est impératif qu'ils me donnent accès à un robinet pour que je remplisse mon eau. Ou alors, il m'est arrivé même de demander si je pouvais remplir en eau sans forcément avoir besoin de reprendre du gasoil. Et à ce moment-là, je dis, écoutez, est-ce que vous voulez que je vous donne 2, 3, 4, 5, 10 dirhams? Enfin voilà quoi. Et jamais on m'a demandé de payer dans une station-service pour refaire le plein de ma cuve à eau. Alors, j'ai envie de dire, par correction, quoi, dans quelque sorte, systématiquement, la personne qui m'autorise à refaire le plein de ma cuve à eau, je lui donne un petit pourboire, un petit quelque chose. Voilà. Alors aussi, dans mon organisation, je n'attends jamais d'être à sec. Quand je vois que j'arrive à peu près aux 2 tiers de ma cuve à eau, donc il me reste un tiers, je commence à me mettre en quête de chercher de l'eau. Voilà. Je cherche l'eau, j'attends pas d'être à sec, hein, parce que pour moi l'eau c'est vital. Bah, pas que pour moi, pour tout le monde, et je n'imagine pas me passer une soirée quelque part sans eau. Puis d'abord, le fait d'avoir le plein d'eau, ça me donne l'autonomie du spot sur lequel je me trouve. Partant du principe posé que j'ai des panneaux solaires, j'ai pas besoin d'électricité, j'ai du gaz, j'ai de l'eau, donc voilà. Donc voilà. Alors, je parle du gaz aussi. On parlait du remplissage d'eau, mais le gaz, on trouve à peu près partout des bouteilles de propane. Ça vaut entre 40 et 41 dirhams la bouteille, la 13 kg, comme chez nous en Europe. Alors vous divisez par 10, 50, 10, 60, enfin on va faire, pour faire simple, par 10, ça fait 4 € la bouteille de gaz. Donc voilà, on trouve à peu près partout. Alors attention, la marque la plus répandue à travers tout le Maroc, c'est Butagaz, c'est les bouteilles bleues. Je me suis fait piéger une fois, j'ai pris une bouteille d'une marque que je ne saurais pas dire, qui était verte, foncée. Et quand j'ai voulu changer à Ifran, on m'a dit non, on ne les prend pas. Donc il a fallu que je rachète une consigne à 90 dirhams, donc 8 €, plus la recharge à 40 dirhams. Donc vous voyez, ça va quand même pas chercher bien loin tout ça. Donc c'est pareil, pour le gaz, systématiquement, même dans les coins les plus reculés, vous trouvez sur le bord de la route des petites épiceries qui vendent des bouteilles de gaz. Voilà. Donc concernant les énergies dont on a besoin, gaz et eau, c'est très facile. C'est très facile à trouver partout. Voilà. Ça n'a jamais été un problème pour moi. Enfin, le troisième et dernier point, c'est le vider ses eaux grises et ses eaux noires au Maroc.
quelles sont les possibilités, comment faites-vous, puisque vous vivez H24 dans votre camping-car, donc c'est votre maison. Donc est-ce que c'est facile de vider ces eaux grises et ces eaux noires au Maroc, quels que soient les endroits du Maroc que vous avez traversés? On sait que vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous avez été du nord au sud, toute la côte méditerranéenne de Tanger, où il y a ce qu'on appelle la ligne de partage entre l'Atlantique et la Méditerranée. Vous êtes allé jusqu'à Saïdia, vous êtes descendu jusqu'au sud de l'Aïoun en allant sur Darla. Vous avez fait les gorges de Toudra, les gorges de Dadès, vous avez fait enfin le Chef Chaouen, à Akchour, les chutes d'Akchour, vous êtes aussi allé à Ouzoud, les cascades d'Ouzoud, enfin j'en passe, et Merzouga, le Sahara, enfin voilà, tous ces endroits que vous avez traversés à maintes reprises au Maroc, y compris aussi les endroits froids du Maroc, hein, comme Ifrane, voilà, enfin, donc quelle est la possibilité de vider ces cuves d'eau noire et d'eau grise? Alors, pour répondre à cette dernière question, qui effectivement peut paraître un problème aussi, hein, ici, comme je le disais précédemment concernant l'eau, il n'y a pas d'équipement spécifique pour recevoir les eaux grises et les eaux noires, sauf sans doute dans les campings. Et encore qu'il y a 2 ans, quand je suis venu, enfin 3 ans maintenant, quand je suis venu avec mon premier camping-car, parcourir le Maroc, j'étais tombé en panne de chauffage, et j'étais à côté d'Ifrane en plein mois de décembre ou janvier. Enfin, il faisait un froid terrible, il faisait du -5, -6 la nuit. N'ayant plus de chauffage, je suis allé me réfugier dans un camping pour me brancher sur le secteur, voilà, avec un petit radiateur électrique, un petit radiateur de secours soufflant. Et dans le camping, il n'y avait pas d'endroit dédié pour vider ses eaux grises et sa cassette de WC. Alors donc, comment je fais? C'est très simple, je le disais tout à l'heure. Donc mon camping-car, ce sont des WC nautiques. Ça veut dire que c'est une cuve que l'on vide, comme les eaux grises, hein. C'est très simple. Généralement, je choisis de me mettre au-dessus d'une grille d'égout. Il y a de très très larges grilles d'égout qui sont sur le bord des trottoirs. Moi, mes évacuations eau grise et WC, hein, donc nautique, se trouvent du côté droit du camping-car. Il me suffit de me mettre le long du trottoir, de me coller. J'ai repéré à peu près facilement, hein, quand j'ai mon train arrière qui est passé sur la grille, je le sens, je m'avance encore de 20-30 cm et je sais que mes 2 sorties sont au-dessus de la grille et je vidange dans les égouts. Voilà. Sachant que pour la vaisselle, pour la douche, pour le shampoing, j'utilise des produits qui sont pas non plus spécialement polluants, hein, parce qu'on culpabilise. Moi je trouve qu'on nous culpabilise sans arrêt de pollueurs, de ceci, de cela. Voilà. Quand on voit les gens qui lavent les voitures dans la rue, à la mousse, les systèmes de rouleaux ou d'éléphants bleus, etc., qui balancent des produits détergents, voilà, moi c'est certainement moins agressif, mon shampoing, mon gel douche, mon Tahiti douche, enfin, etc., et mon produit à vaisselle. C'est la première des réflexions que j'aurai. Et puis après, concernant les WC, je ne mets pas de produits chimiques dans mes WC nautiques. Je ne sais pas si vous savez comment fonctionnent les WC nautiques. Enfin, en tous les cas, sur mon camping-car, il y a 2 cuves. Il y a une première cuve qui est raccordée directement sous le WC, que j'appelle la cuve du jour. Enfin bon, quand on fait ses besoins, le jour ou 2 jours ou 3 jours, à un moment donné, pour éviter qu'il y ait des remontées d'odeur, on a une tirette que l'on actionne sous le lavabo et ensuite on vide la première cuve sur laquelle est raccordé le WC dans la deuxième cuve qui se trouve en dessous. Ce qui fait que ça évite qu'on ait une stagnation des matières et qu'on ait des remontées d'odeur terribles. Voilà. Alors, je dis pas qu'il n'y en a pas. On en a quelques-unes, mais c'est très très rare et pas souvent. Voilà. Donc je vidange comme ça, ce qui fait que quand je vidange mes eaux noires,
eh bien j'ai pas de matière solide, je n'ai que de l'eau, que de la matière liquide. Voilà, et après, généralement, par décence, quand j'ai fini de vider, alors d'abord, j'ai une méthode bien précise, je commence d'abord par les WC, et ensuite, quand les WC sont vidés, je vide ma cuve d'eau grise, ce qui fait que ça me rince un petit peu déjà, et ensuite, quand j'ai vidé mes eaux grises, je vais finir de jeter un petit récipient d'eau sur la grille pour finir de nettoyer, voilà. Et je peux vous garantir qu'il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien du tout. Et jamais, jamais, personne ne m'a dit quoi que ce soit en me voyant vider de la sorte comme ça. On ne m'a jamais fait une réflexion quelconque de quoi que ce soit. Sauf encore une fois, je crois que c'était ces gens-là qui disaient que n'allant pas dans les campings, le mange-merde que j'étais, était aussi un gros dégueulasse parce qu'il vidangeait ses chiottes dans la nature. Ces gens-là, si vous regardez cette vidéo, ne vous en déplaise, je ne vidange pas ni mes chiottes, ni mes eaux grises dans la nature, je les vidange dans des grilles d'égout. Voilà. Voilà comment je procède de la sorte. Alors évidemment, les gens qui ont une cassette, c'est peut-être moins glamour et peut-être plus délicat de sortir sa cassette et de la vider directement dans une grille. Ça, j'en conviens. Je conviens que moi, mon système de fonctionnement de mon camping-car me facilite grandement la tâche. Ça, j'en conviens. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Ça, enfin, pour moi, ça n'est pas un problème. Ça ne l'était pas avec mon premier camping-car il y a 3 ans, qui lui était avec un système de cassette, puisque c'était un petit Fiat Ducato avec une cellule Bursner. On le voit d'ailleurs dans le générique de mes vidéos à la fin. Enfin voilà. Bon. En tous les cas, voilà, ça n'a pas été un problème pour moi. Alors, vous l'avez compris, Alain a été cash dans ses réponses, il a été clair et net. Je pense qu'il a répondu au mieux de son partage et de son expérience, pour vous en faire profiter, pour ceux qui souhaiteraient venir au Maroc. Voilà. En tous les cas, j'ai été ravi de lui poser ces quelques questions, de l'interviewer. Ça m'a fait plaisir et de le retrouver sur notre chaîne, Alain et Alain. Alors Alain ou à l'autre. Bon, enfin voilà, en tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je crois qu'il vous l'a déjà dit, abonnez-vous, laissez un pouce, laissez un commentaire, etc. Je ne vais pas vous la refaire en tous les cas. Je vous dis merci d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt. Très bientôt. Bye bye. Alors écoutez Alain, je vous remercie encore une fois de m'avoir donné la possibilité et surtout la parole sur votre chaîne en tous les cas. J'espère que ces renseignements sont assez complets. Si j'ai loupé ou omis quelque chose, eh bien les gens qui regardaient cette vidéo, laissez-moi un message en commentaire et je me ferai un plaisir de vous y répondre, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook. Voilà, laissez-moi un message et j'essaierai de compléter ce que je n'aurais pas dit dans cette vidéo. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je le dis pour Alain. Alain, je le dis pour Alain. Laissez un petit pouce, un petit commentaire, abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous, pas abonné de nuit, abonnez-vous, voilà. Et puis un like en l'air ou alors en bas, selon. Moi je n'ai pas d'avis contre ça, chacun fait ce qui lui plaît. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je suis pas très actif en ce moment au niveau des vidéos, mais bon, c'est comme ça. Voilà, en tous les cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.